Bienvenue à tous et à toutes dans cette séquence 7 du programme d'histoire de la classe de 6e consacrée aux conquêtes, à la paix romaine, à la romanisation ainsi qu'au début du christianisme, le tout compris entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ. L'occasion de nous poser deux questions essentielles. La première, comment l'Empire romain domine-t-il le bassin méditerranéen à cette époque? Ensuite, comment ce même Empire romain se laisse-t-il séduire de force par le monothéisme chrétien? Cette ultime séquence d'histoire est bâtie sur la même structure que les précédentes. Donc nous allons commencer par découvrir ensemble une carte de l'Empire romain au temps de la paix romaine, la Pax Romana en latin. Puis nous étudierons quelques temps forts et acteurs majeurs de la séquence à travers une frise chronologique, avant de découvrir un monument qui affirmera la puissance de Rome aux yeux du monde, à savoir le célèbre Colisée de Rome. Puis nous entrerons dans 4 dossiers au lieu de 3 cette fois-ci, puisque nous découvrirons d'abord comment Rome a imposé la Pax Romana à ses voisins. Ensuite, nous étudierons la romanisation à l'œuvre de l'Empire à travers un exemple français, Némosus, Nîmes. Puis nous découvrirons dans les deux dernières séances comment l'Empire romain cohabite difficilement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les premiers chrétiens. Et puis après la conversion de l'Empire romain au christianisme, nous verrons en quoi le christianisme est une nouvelle religion monothéiste. Il est temps d'entrer dans la première séance consacrée donc à l'Empire romain au temps de la Pax Romana, au temps de la paix romaine. Et nous allons donc nous demander en particulier où se situe géographiquement cet empire romain et en quoi Rome, la ville de Rome, que nous avons étudiée dans une séquence précédente, en quoi Rome est-elle devenue le véritable cœur de l'empire romain? Nous avons sous les yeux une carte de l'Empire romain quelque part entre les 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Et oui, nous sommes enfin dans les années positives, après la naissance du Christ. C'est quand même la première fois dans ce programme de 6e d'histoire. Et l'Empire romain est donc ici en jaune bouton d'or, il s'étale tout autour du bassin méditerranéen. Et on peut constater qu'il est donc à cheval sur 3 continents, à savoir l'Europe, mais aussi l'Afrique du Nord, le littoral méditerranéen d'Afrique du Nord, et puis également l'Asie de l'Ouest, entre l'Asie mineure, la future Turquie d'aujourd'hui, et le Proche-Orient. Et donc, la mer Méditerranée continue en quelque sorte le carrefour, la courroie de transmission entre ces 3 régions continentales qui font partie de l'Empire romain à son apogée, c'est-à-dire au moment où il est le plus puissant, au IIe siècle après Jésus-Christ, et l'on peut comprendre la fierté des Romains quand ils évoquent la mer Méditerranée en l'appelant Mare Nostrum, notre mer à nous. Eh bien oui, parce que la thalassa du monde grec de l'Antiquité est devenue propriété de Rome, puisque quel que soit le rivage que l'on aborde à partir de la Méditerranée, on est en terre romaine, et pour l'Empire de Rome, finalement, la mer Méditerranée est devenue une sorte de lac intérieur.
Un tout petit mot, un petit rappel sur l'histoire de Rome, parce que quand nous avons étudié la fondation de Rome et la légende qui entoure cette fondation, hein, Romulus et Rémus en particulier, et la Louve, eh bien nous avons vu que dans les premiers temps, Rome avait été une monarchie étrusque, puis par la suite était devenue une république, et là nous parlons bien d'un empire romain, puisque Auguste, que nous avons croisé d'ailleurs à l'extrême fin de la séquence sur la fondation de Rome, Auguste, celui-là même qui, à la suite de son père adoptif Jules César, avait entretenu la légende qu'il descendait d'Énée, du dieu Mars, de Rhea Silvia, et qu'il avait donc des origines quasi divines liées à la fondation de Rome. Eh bien, cet Auguste, qui règne d'un pouvoir quasiment sans partage sur Rome, a transformé la République de Rome en véritable empire à partir de 27 avant Jésus-Christ, donc là on est encore dans les années négatives, et ses successeurs se sont tous proclamés empereurs de Rome. Voilà donc l'explication de l'existence de l'Empire romain. Les Romains partagent avec les Grecs dont ils ont fait la conquête cette fierté d'appartenir à une civilisation raffinée, cultivée, urbaine. Bref, ils se considèrent comme civilisés et considèrent que les peuples qui ne font pas partie de l'Empire romain, hein, qui sont de couleur crème sur la carte et qui entourent l'Empire romain, eh bien, ne sont que des barbares. Et pour se protéger de ces peuples barbares qui peuvent être attirés d'autant plus facilement par l'Empire romain que cet Empire romain est vaste et riche, eh bien il faut se protéger, il faut s'en protéger, et c'est pour cela que les Romains ont parfois fortifié leurs frontières, les limites de l'Empire romain. Alors l'exemple le plus connu, puisqu'il est encore intact en grande partie sur une portion importante, est le mur d'Adrien, du nom de l'empereur qu'il a fait construire au début du IIe siècle après Jésus-Christ, quelque part entre 122 et 127 après Jésus-Christ, un mur qui fait un peu plus de 100 km de long, un mur en pierre qui est également parsemé de tours de défense, gardé militairement par les légionnaires pour empêcher les Calédoniens, en particulier les ancêtres des Écossais, de venir s'attaquer à l'Empire romain qui s'étend à l'époque sur ce qui deviendra aujourd'hui l'Angleterre. Et les Romains appellent cette frontière fortifiée, gardée militairement, ils appellent cela le limes. Et sur notre carte, le limes, donc fortifié, est caractérisé par ces lignes de petits points marrons que l'on trouve donc au nord de l'archipel britannique, hein, donc le mur d'Adrien, mais aussi le long du fleuve du Rhin, qui sépare l'Empire romain de la Germanie et des peuples barbares germains. On le retrouve aussi plus à l'est du côté de la Dacie, qui constituera aujourd'hui le berceau de la Roumanie actuelle. On le retrouve aussi, ce limes fortifié au Proche-Orient, hein,
pour séparer l'Empire romain des peuples d'Arabie. Et les Romains s'appuient non seulement sur le limès militaire fortifié, mais ils s'appuient aussi très largement, et c'est compréhensible vu l'immense étendue de leur empire, c'est pas facile de tout surveiller, ils s'appuient aussi sur le relief, en particulier sur les fleuves du Rhin et du Danube, qui constituent une muraille liquide en même temps que la frontière de l'Empire. Et en Afrique et au Proche-Orient, ce ne sont plus les fleuves qui jouent le rôle de barrière, de frontière protectrice contre les barbares. Là, c'est plutôt le désert du Sahara en Afrique du Nord, désert d'Arabie au Proche-Orient. Ce qui signifie que, après avoir multiplié les conquêtes, vaincu les peuples adverses, en particulier les Gaulois, les Carthaginois, la liste est longue, et bien Rome, l'Empire romain, doit maintenir des garnisons de légionnaires afin de défendre les frontières, en particulier le limès, contre les invasions de barbares venus de l'extérieur, mais aussi pour protéger l'Empire, l'intérieur de l'Empire, des pirates, des bandits de grand chemin, sur terre ou sur mer, qui pourraient éventuellement créer des zones d'insécurité à l'intérieur de l'Empire, mais aussi mater, réprimer avec brutalité s'il le faut, les rébellions comme celle des Juifs en 70, et qui provoqueront d'ailleurs la destruction du temple de Jérusalem, afin de terroriser les populations et de faire comprendre qu'il ne faut pas se révolter contre l'occupant romain. Et sur cette photographie, ces Romains, ils ont l'air plus vrais que nature, mais ce sont des figurants, des gens qui jouent aux légionnaires et qui participent à des reconstitutions historiques particulièrement soignées. Les détails sont... Enfin, cette photographie représente réellement l'équipement des soldats romains tel qu'il existait au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est presque un document d'histoire. Et donc sur notre carte, quelques camps de légionnaires, sachant qu'une légion représentait à peu près 6000 hommes. Donc on voit des camps de légionnaires qui se trouvent en général collés à la frontière, à hauteur du limès, donc c'est logique, ça s'explique bien. Et puis quand ces camps de la Légion ne sont pas situés sur le limès, face aux barbares, ils se situent de manière parfaitement stratégique, à des carrefours de voies pavées, puisque les voies pavées romaines vont permettre certes la circulation des marchandises, des hommes, mais aussi et surtout la circulation rapide des légions, donc des militaires. Nous en avons terminé avec le premier temps de notre étude de la carte de l'Empire romain au temps de la Pax Romana. Donc je vous laisse découvrir la trace écrite qui correspond à tout ce que l'on vient de voir. Si nous continuons notre analyse de la carte de l'Empire romain à son apogée du IIe siècle, nous nous apercevons que Rome, l'Empire romain est constitué de provinces, un peu comme un puzzle, avec des pièces plus ou moins grosses, et c'est tout à fait normal parce que si on zoome par exemple sur la Gaule, celle-là même que Jules César avait conquise militairement, en fait on a tendance à dire la Gaule romaine, mais on devrait dire les Gaules,
puisque, comme vous le montre cette carte, on distinguait pas moins de 3 Gaules. La Gaule belgique, celle du nord, celle qui faisait face le long du Rhin et qui faisait face au peuple barbare germain, mais également la Gaule lyonnaise qui s'étendait de la Bretagne jusqu'au nord de la vallée du Rhône, avec comme capitale Lugdunum, c'est-à-dire Lyon. Et au passage, même si Lutèce existe déjà, la future Paris, eh bien la capitale de la Gaule à l'époque est bel et bien Lyon, alias Lugdunum en latin. Et puis on trouve la Gaule aquitaine, celle du brocard sud-ouest, et la Gaule narbonnaise, ce qui fait d'ailleurs que ça ne fait pas 3 Gaules romaines, comme je l'ai dit tout de suite, mais plutôt 4 d'ailleurs, Gaule belgique, lyonnaise, aquitaine et narbonnaise. La narbonnaise, celle qui est la plus proche géographiquement de la péninsule italienne, qui irait de Perpignan au sud-ouest jusqu'à Grenoble au nord-est en passant par Marseille et Nice. Et donc il en va pour l'Empire romain dans son ensemble de ce que nous venons de voir pour la Gaule, ou plutôt les Gaules romaines, c'est-à-dire que l'Empire est un patchwork, une mosaïque, un puzzle constitué de nombreuses pièces, et ces pièces sont autant de régions, autant de peuples, autant de cultures différentes, et que Rome devra unifier et homogénéiser, et ce sera là tout l'enjeu de la romanisation de l'Empire. Faire que les Gaulois, les Grecs, les Égyptiens, les Africains, les Espagnols, tous ces gens-là se considèrent non pas comme Grecs, Égyptiens, Gaulois, Espagnols, mais se considèrent bel et bien comme des citoyens de l'Empire romain. Sachant que l'Empire romain est un empire de la ville. C'est un empire urbain, urbanisé. Et je vous rappelle, on l'a déjà vu lors de la séquence sur la fondation de Rome, que le mot urbain vient de urbs, et urbs, ça veut dire la ville en latin. La ville parce que pour les Romains, il n'y en a qu'une. La ville, c'est Rome, c'est tout simplement Rome, et du temps à passer depuis les misérables petits villages de cabanes de bergers sur le mont Palatin, du 8e siècle avant Jésus-Christ, là, au 2e siècle après Jésus-Christ, eh bien, Rome est devenue une immense métropole de plus d'1 million d'habitants, avec des monuments gigantesques, comme le Colisée de Rome en plein milieu de la photographie, là, et finalement le fleuve du Tibre paraît bien petit, environné, emprisonné dans cette immense ville romaine, et qui constitue la capitale de l'Empire, et qui constitue également le cœur commercial de l'Empire, comme on va le voir. Alors sur notre carte, les grandes villes, en plus de Rome, sont représentées par des points violets, comme Lyon dans la Gaule romaine, comme Athènes en Grèce, comme, je sais pas moi, Éphèse en Asie mineure, ou Cadix en Espagne, ce sont donc des points violets. À l'époque où n'existent évidemment pas les moyens de transport et de communication modernes, ni les autoroutes, ni l'Internet, pouvoir relier un ensemble constitué de 3 morceaux de continent, reliés entre eux ou isolés, selon le point de vue, par la Méditerranée
est peuplée de 50 à 80 millions d'habitants probablement. Donc vous aurez reconnu la description de l'Empire romain. Et bien pour relier l'ensemble, le relier à Rome en particulier, eh bien il faut que les Romains bâtissent des routes, ou plus exactement des voies pavées. Et ça tombe bien parce que les Romains sont des bâtisseurs, sont des grands bâtisseurs, et eux qui construisent de gigantesques temples, de gigantesques cirques, amphithéâtres, thermes, etc., ou aqueducs, eh bien, vont également construire d'immenses voies pavées qui, d'ailleurs, serviront plus ou moins, comment dirais-je, de modèle à nos autoroutes actuelles qui reprennent le plus souvent le tracé des anciennes voies pavées romaines qui relient plus ou moins directement Rome à l'ensemble des régions de son empire, d'où la célèbre expression « tous les chemins mènent à Rome ». On aurait plus exactement pu dire « toutes les voies pavées mènent à Rome ». Et on voit sur cette petite représentation là que la construction d'une voie pavée romaine, c'est quelque chose d'assez technique, hein, qui demande un travail important et aussi un entretien important, hein, puisqu'il est hors de question de laisser pousser des herbes folles sur la chaussée ou de laisser des pluies torrentielles déchausser les pierres, et puis ensuite, évidemment, creuser des nids de poules, des ornières, des trous dans la chaussée. Donc c'est à ce prix que les Romains vont pouvoir quadriller de manière efficace, aussi bien pour, encore une fois, les légionnaires que pour les marchands, vont pouvoir quadriller l'ensemble de l'Empire romain et irriguer l'Empire romain d'un réseau efficace de voies pavées romaines. Et ces voies pavées romaines, eh bien, elles forment une sorte de toile d'araignée dont Rome serait l'épicentre et qui sont constituées ici d'un trait vert. Mais à partir du moment où ce qui constitue le centre de l'Empire romain, c'est une mer, autrement dit la mer Méditerranée, eh bien entendu, on ne va pas construire de voies pavées sur la Méditerranée, donc ça veut dire aussi qu'une bonne partie des marchandises qui sont en direction à destination de Rome vont emprunter des voies maritimes, et donc ça veut dire que des flottilles de navires comme l'Oneraria que vous avez sur cette image vont transporter chaque jour des milliers d'amphores, hein, l'amphore étant le récipient qui permet de transporter aussi bien de l'huile d'olive par exemple, que des grains de blé, que du vin de Gaulle, c'est-à-dire qu'on stocke dans ces vases en terre cuite, on stocke aussi bien la nourriture liquide que solide. Et pour vous donner une idée de la vitalité du commerce romain, du commerce maritime ou fluvial, et bien vous avez cette représentation, cette photographie, qui je crois, cette reconstitution, qui je crois se trouve dans un musée, peut-être bien celui de la ville de Nîmes ou d'Arles, et qui nous montre un navire un peu plus petit, puisque c'est une barque fluviale, c'est-à-dire qu'elle descendait et remontait le fleuve du Rhône, et au premier plan on aperçoit des amphores, mais à l'arrière, on aperçoit ce qui remplacera, à la fin de l'Antiquité, ce qui remplacera notamment pour le transport du vin l'amphore, eh bien c'est le tonneau de bois cerclé de fer,
Et le tonneau de bois cerclé de fer, c'est un emprunt des Romains aux Gaulois, puisque ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau, qu'ils utilisaient pour conserver leur vin. Donc il y avait déjà une tradition du vin en France, avant même que la France ne soit la France, quand elle n'était encore que la Gaule. Et donc, sur notre carte, les marchandises importées par Rome et qui circulaient à l'intérieur de tout l'Empire romain, elles sont marquées en blanc sur ce fond un peu rougeâtre rosâtre. Et l'idée, c'est que chaque province de l'Empire, chaque pièce du puzzle de l'Empire romain, exporte, vend, commercialise bien ses spécialités, comme par exemple l'étain de Bretagne. Et la Bretagne à l'époque, ne vous y trompez pas, c'est la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, c'est l'Angleterre, quoi. Voilà, ou le vin de Gaulle, bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'Empire romain fait du commerce avec le reste du monde, c'est-à-dire des territoires qui ne sont pas dans l'Empire romain et qui sont même parfois très éloignés géographiquement de l'Empire romain, puisque les Romains, déjà dans l'Antiquité, achètent de la soie de Chine, mais aussi des épices d'Inde. Alors, il est temps d'aborder le dernier aspect de notre séquence, c'est-à-dire la christianisation, la conversion tardive, difficile, mais la conversion quand même de l'Empire romain au christianisme. Et le fait est que l'histoire commençait plutôt mal, puisque, sans entrer dans le détail de la vie du Christ, comme le montre cette image de la mise en croix, de la crucifixion du Christ, eh bien, les Romains qui occupent la Palestine, qui occupent tout le Proche-Orient, ont commencé par mettre à mort le Christ. Donc on peut dire que ça commençait assez mal, mais on peut aussi en conclure que le berceau du christianisme se trouve justement à l'intérieur de l'Empire romain, puisque le berceau du christianisme, c'est Jérusalem, c'est ce qu'on appelle à l'époque romaine la Palestine, mais que dans la séquence précédente dédiée aux royaumes hébreux et à la religion du judaïsme, eh bien c'est ce qu'on appelait Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Voilà, donc le berceau du christianisme se trouve bien dans l'Empire romain quand vit le Christ, c'est-à-dire entre l'an 1 et l'an 33. Mais la religion chrétienne va quitter son berceau, va partir à la conquête pacifique, certes, mais va partir à la conquête progressive de l'Empire romain, va se heurter évidemment aux religions polythéistes en usage dans l'Empire romain, et donc les Romains vont refuser dans un premier temps le monothéisme chrétien, obligeant les chrétiens à se cacher dans ce qu'on appelle les catacombes, qui leur servent à la fois de cimetières souterrains clandestins, mais qui leur permettent aussi de célébrer de manière clandestine le culte chrétien. On aperçoit sur cette fresque une scène de banquet qui suit une messe, une célébration religieuse commune aux chrétiens, et ils sont obligés de le faire de manière clandestine parce que, au début du christianisme, les chrétiens sont persécutés, c'est-à-dire que s'ils refusent d'abandonner la religion chrétienne, ils sont condamnés à mort et à mourir de manière assez horrible, comme nous aurons l'occasion de le voir.
Alors même si cette carte représente l'Empire romain et la paix romaine au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, sur la carte, j'ai rajouté des petits losanges violets qui représentent les principales communautés chrétiennes, mais au début du IVe siècle. 4e siècle, c'est-à-dire vers l'an 300 à peu près. Et on voit que ces communautés eh bien, ont largement quitté le foyer de Palestine, pour former des communautés importantes un peu partout dans l'Empire, à Antioche, au Proche-Orient, à Alexandrie en Égypte, à Carthage en Afrique, mais on en trouve aussi à Lyon, en Gaule, on en trouve évidemment en Italie, jusqu'à Rome elle-même. Et que cela s'explique aussi par l'activité inlassable des apôtres du Christ, c'est-à-dire des compagnons du Christ ou de gens qui vont se convertir au christianisme, comme saint Paul, qui est représenté ici sur cette image, qui est d'abord hostile au Christ, mais qui va se convertir au christianisme et qui va devenir l'un des agents les plus actifs de la diffusion de la religion chrétienne à l'intérieur du bassin méditerranéen et plus particulièrement dans l'Empire romain, et qui va aller porter la parole du Christ jusqu'à Rome au péril de sa vie, puisque son action lui vaudra d'être lui aussi mis à mort par les Romains qui refusent le monothéisme chrétien. Alors Paul a multiplié les voyages, mais justement, pour ne pas compliquer la carte, je n'ai représenté que son voyage jusqu'à Rome. Donc il part du berceau du Christ, de la Palestine, et il va donc aller de l'est de l'Empire romain jusqu'à l'ouest, jusqu'à Rome. Et là, on aperçoit une basilique, c'est-à-dire une église chrétienne, identifiable à la croix du Christ qui surmonte notamment la toiture et qui est aussi à l'intérieur du bâtiment. Cette grande salle de prière pour les chrétiens, et bien là par contre, elle est à l'air libre. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où les chrétiens étaient obligés de se cacher, parce qu'on est maintenant au IVe siècle après Jésus-Christ et que la situation a totalement changé. C'est-à-dire que l'Empire romain est devenu chrétien, que le christianisme a triomphé du polythéisme, a triomphé des persécutions. La religion chrétienne est devenue l'unique religion de l'Empire romain. Et dans cet empire christianisé, on distingue deux grands lieux de pèlerinage qui font venir parfois du bout de l'empire des fidèles qui viennent prier soit sur le tombeau du Christ à Jérusalem, soit sur le tombeau de martyrs de la cause chrétienne, en particulier l'apôtre Pierre, le premier pape de Rome, qui est la capitale de la religion chrétienne déjà à l'époque. Donc Rome et Jérusalem constituent les deux grands lieux de pèlerinage chrétien de l'Empire romain à la fin de l'Antiquité. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de la découverte de la confection de notre carte de l'Empire romain et de la religion chrétienne, religion d'abord persécutée, interdite, puis religion officielle, j'allais dire obligatoire, de l'Empire romain. Donc il n'y a plus qu'à découvrir la petite trace écrite et nous serons prêts
à passer une prochaine fois, si vous le voulez bien, à une nouvelle séance. À bientôt.